parce qu'on vous voit souvent accorder vos temps, comme tous les politiciens, à ces hommes de médias. Hier, c'était la journée internationale de liberté de la presse. On a vu que le Togo a fait quand même une performance de 30 points. Il a gagné quelques points. Globalement, comment vous voyez le travail qu'abat la presse togolaise? D'abord, c'est des gens courageux, téméraires, et puis qui aiment leur métier. Dans un environnement aujourd'hui aussi compliqué, par rapport à une législation parfois mal maîtrisée, de tous côtés, et également la concurrence rude des réseaux sociaux, où M. Tantampion devient journaliste à la place des vrais journalistes. Je vous dis que mes premiers amours en tant qu'étudiant, c'était le journalisme. Déjà au lycée, je m'essayais au journalisme. J'étais dans le club du journalisme du lycée et on sortait des articles. La première demande pour la bourse, c'était pour le journalisme. Donc, les journalistes, c'est un peu ma famille. Et je les aime comme ils me le rendent très bien. Félicitations à vous tous, que ce soit les organisations patronales, vos regroupements, différents regroupements, et peut-être à l'État togolais, qui fait des efforts à travers peut-être le CONAP et tout, pour améliorer les conditions du journalisme au Togo. Ce n'est pas facile, mais c'est toujours un combat de longue haleine, et vous allez le gagner. Ma pensée va également à vos confrères qui, pour des raisons que nous connaissons, ne sont plus sur le territoire national et auxquels nous souhaitons bonne santé, longue vie, pour qu'on puisse se retrouver très prochainement ensemble au Togo. Ok, mais vous disiez tout à l'heure que les tests, on note la non-maîtrise des tests, que ça soit au niveau des professionnels des médias ou bien de l'État, parce que ces tests ont été évoqués hier. Est-ce qu'on peut dire que ces tests-là nuisent un peu à la liberté de la presse? Le problème qu'il y a, pour toutes les professions qui sortent de libéral, un peu la presse également est libérale, il y a 3 niveaux de responsabilité. Il y a la responsabilité professionnelle qui ressort de l'application des textes de déontologie et du code de la presse, tout. Il y a la responsabilité civile qui peut découler du fait du journaliste dans l'accomplissement de son métier. Lorsque son journal cause du tort à quelqu'un, ça peut entraîner des condamnations de dommages et intérêts. Ça, c'est la responsabilité civile, mais également pénale, qui ressortent également des récriminations du droit pénal général, qui est de portée générale et impersonnelle. Donc, qui qu'on soit au Togo, lorsqu'on enfreint une disposition pénale, on paie. Maintenant, le problème qui se situe au niveau du Togo, quelle est la hiérarchie des normes? On a eu tendance souvent à croire qu'à la lecture, aux commentaires qu'on a, beaucoup de personnel des médias, le code de la presse est supérieur, doit avoir une valeur supérieure au code pénal, ce qui n'est pas l'avis de ceux qui appliquent ces textes. Parce que le code de la presse est un texte sectoriel. Cependant, le code pénal est de portée générale pour tous les citoyens. Voilà. C'est cette lecture. Il faut que les gens de médias, les tribunaux et les partenaires étatiques, c'est-à-dire le ministère et tous les organes impliqués, puissent avoir la même lecture par rapport au texte et à leur hiérarchisation pour qu'on ait moins de difficultés. Voilà ce que je voulais dire. Okay. Donc c'est un débat sur lequel on va revenir avec les acteurs même des organisations de presse par rapport à ce bond de 30 places fait par le Togo dans le dernier classement de Reporters sans frontières. On va parler de votre formation politique, le MCD. On a su que vous avez participé à la dernière présidentielle du 22 février 2020. Comment se porte le MCD aujourd'hui, Maître Tchassona? On peut dire que, à l'image de tous les Togolais,
et des partis togolais, le MCD se porte togolaisement. C'est-à-dire bon, au gré des jours, parfois ça va, parfois ça ne va pas. Vous savez, nous sommes un pays où chaque jour que Dieu fait, nous négocions les conditions pour aller de l'avant. Il faut intégrer cette démarche-là au quotidien pour savoir que rien n'est gagné, rien n'est facile, c'est un combat de tous les jours et qu'il faut se battre pour pouvoir survivre. Voilà le combat. Les partis politiques ne sont rien d'autre que des regroupements d'hommes et de femmes togolais. Et s'ils sont heureux, si les Togolais sont heureux, vous verrez que les partis politiques se portent mieux. Mais si les Togolais sont malheureux, ça se ressent également au niveau des formations politiques. Donc, on ne peut pas dissocier la température ambiante chez le Togolais de celle qui peut exister au sein des formations politiques. 3 ans après la présidentielle de 2020, qu'est-ce qui a changé au niveau du MCD? Bon, en tous les cas, chaque jour que Dieu fait, c'est une couche de lecture, une couche d'expérience qui se glisse sur ce qu'on a déjà comme parcours. On a pu tirer les leçons de nos erreurs du passé. C'était des erreurs à la fois au niveau des partis, mais également collectives. On a rêvé dans les années 2017 jusqu'en 2018-19 pour beaucoup que le changement était à portée de main. Peut-être que nos ambitions étaient... Vous parlez de rêve? Oui, on a rêvé. On a pensé qu'avec le mouvement qu'il y avait dans les rues, tout cela, c'était gagné. On n'a pas intégré un certain nombre de paramètres qui nous auraient redimensionné de manière rationnelle dans le combat que nous menons. Je ne voudrais pas faire le rappel des idées de tout ce qui a pu nous opposer à l'époque et qui ont conduit à la situation que nous vivons actuellement. Les formations politiques ont vocation à accéder au pouvoir par le biais de vote, par l'élection. Un parti politique n'a d'autres moyens, il n'y a pas d'autres moyens que l'élection pour accéder au pouvoir. Ça fonctionne. C'est la voie, la seule et unique voie. Malheureusement, nous nous sommes pris dans des stratégies qui se sont retournées contre nous. D'abord, refusant aux Togolais d'aller se recenser. On leur dit, n'allez pas vous recenser, restez chez vous. Après, on dit, boycotter des élections. En tout cas, c'était inimaginable comme erreur politique. En tout cas, je peux être fier qu'à l'époque, je n'ai pas suivi le mouvement. Parce que vous étiez le seul à prendre à contre-pied la C14 à ce moment. Vous étiez même membre de ce regroupement. Vous avez demandé à vos militants d'aller se faire enrôler. Ça vous a valu même des sanctions. C'était même des pluies de menaces et autres. Bon, c'est pas grave, c'est ça la vie. Il faut avoir peut-être tort de dire la vérité. C'était ça. Aujourd'hui, vous ne regrettez pas? Mais aujourd'hui, là, tout le monde... On a une mobilisation aujourd'hui pour rapport à cet enrôlement. Et nous avons même peur que la date, la période définie pour l'enrôlement ne puisse suffire à enrôler l'ensemble de nos compatriotes. C'est le lieu de profiter de votre antenne. On va venir avec le recensement électoral, le mot d'ordre du MCD. Voilà. Mais on a vu que juste après cette élection présidentielle du 22 février 2020, on a retrouvé l'opposition dans une situation difficile, pas de manifestation politique, difficile pour l'opposition de se relever. 2 ans d'inertie, comment à ce temps le MCD se comportait parce qu'il n'avait pas d'activité. La Covid est là, le terrorisme aussi est venu. Il y a beaucoup de choses. Il y a des éléments endogènes et puis exogènes qui ont pu limiter l'action des partis politiques. Il y a que notre erreur de boycotter les élections nous a mis tous en difficulté parce que ça a fait le boulot au régime que nous prétendions combattre. Parce que le problème du boycott, c'est ça.
boycotter sans pouvoir empêcher est une erreur. Si vous ne pouvez pas empêcher ce pourquoi vous prenez le boycott, autant vous abstenir. On ne l'a pas fait, on a fait le boulevard au système qui est allé à ces élections. Du coup, on ne s'est pas relevé. La deuxième chose, effectivement, vous évoquez la pandémie qui a mis tout le monde en berne. Après le contexte sécuritaire. Et puis la vie chère, tout ce qu'on connaît. Et maintenant, le contexte sécuritaire, ça fait que, bon, maintenant, les manifestations publiques, c'était difficile de les organiser. Donc tout cela, mis ensemble, a fait que, bon, on a comme l'impression qu'il y a une démission sur le terrain. Non, en réalité, on était dans une posture de résilience pour pouvoir profiter de ce temps, sans des formations politiques, de réfléchir sur les meilleures manières d'aborder les échéances à venir. Et d'accompagner, dans ce cas-là, le pays qui faisait face à ces deux situations qui impactent notre quotidien, c'est-à-dire la pandémie et le terrorisme, qui ne pouvaient nous laisser non plus en marge de la démarche globale que le gouvernement envisageait. On était en communion. Donc voilà des choses qui arrivent, mais ça nous permet également de penser à nous. Donc voyez-vous que le recensement qui a commencé donne déjà le ton par rapport à ce que sera les activités des partis politiques dans les prochains jours. Okay. On voit quand même un engouement de la population autour de ces inscriptions par rapport aux prochaines élections, notamment législatives et puis les régionales qui sont annoncées pour cette année 2023. Reste à déterminer les dates exactes de cette double scrutin. Comment se prépare le MCD? Nous sommes sur le terrain. Nous sommes en train de revoir les stratégies qu'il faut développer. On a pensé par le passé, c'était de communiquer, des meetings, tout cela. Mais on a vu le résultat. Nous pensons plutôt à une démarche beaucoup plus de contact physique direct avec les populations. C'est ce que nous faisons actuellement. Nous nous préparons. Nous sommes en train de tester nos présences sur le territoire pour voir où est-ce que nous sommes à même de pouvoir mobiliser nos concitoyens et voir s'il est possible de susciter des candidatures dans ces zones-là. Également, nous réfléchissons avec nos amis. Parce qu'au Togo, nous sommes habitués à un appel de pied de la population qui nous oblige à transformer l'exception en principe. C'est de nous dire, tant que vous n'êtes pas regroupés politiquement dans des coalitions, ce n'est pas la peine d'aller aux élections. Or, les regroupements, c'est une exception, ce n'est pas le principe. Les partis politiques existent à titre, ils sont divers parce qu'ils ont des choses différentes à offrir. On n'a pas le même langage, on n'a pas les mêmes idéologies, on n'a pas les mêmes programmes. S'il y a beaucoup de partis, c'est qu'il y a autant d'offres politiques. Mais les gens nous disent, regroupez-vous avant d'aller aux élections, comme si c'était là le principe, que aller à titre individuel. Donc vous le faites malgré vous. Parfois, c'est nécessaire, mais c'est qu'on a dévié de la démarche normale des partis politiques. Comprenez ce que je veux dire? Les partis politiques peuvent se regrouper par alliance. L'alliance se fait sur des valeurs communes. Vous avez presque les mêmes idéologies, vous avez les mêmes programmes, vous pouvez les concilier et aller ensemble. Ça peut être même d'ordre stratégique. Hein? Parfois, on n'a pas les mêmes programme, mais sur question de stratégie politique, vous pouvez vous mettre ensemble avec qui vous voulez. Mais le seul, c'est-à-dire la façon dont on a conçu le regroupement au Togo, c'est un panier où il faut mettre tout le monde, tout ensemble. Parfois, on s'écrase, il y en a beaucoup qui ressortent avec beaucoup, ils perdent des plumes. Donc, dans ces regroupements de partis politiques. Donc, voilà, c'est des réflexions qui sont en train d'être menées aujourd'hui pour voir quel type d'alliance on peut constituer avec qui pour aller à des élections. Hein, et non retomber dans les mêmes erreurs de regroupement tout venant, comme si c'était la seule possibilité que nous avions de nous pouvoir aller de l'avant. Donc, s'il y a alliance aujourd'hui, il faut définir les contours de cette alliance. Donc, si on vous comprend bien, le MCD sera sur les deux fronts, législatif et puis les régionales. Oui, nous serons sur les deux fronts. Nous serons au régional, nous serons au législatif. Donc, nous pensons que le moment est venu pour les Togolais de nous faire pour une fois confiance et voir ce que nous allons leur donner. Ok. Quelle est l'offre politique que le MCD présente-t-il aux Togolais
dans le cadre de ces deux élections? Nous sommes en train d'élaborer, d'affiner plutôt, parce que nous avons toujours eu une offre politique. Oui. On a toujours été un parti qui a toujours offert un projet à ce pays. Peut-être qu'on ne l'a pas suffisamment expliqué, ou peut-être les Togolais ne sont pas aussi, pour le moment, assez ouverts à écouter les projets, mais il faut continuer sur cette voie. L'offre politique aujourd'hui, c'est d'amener les Togolais à comprendre que notre système de gouvernance, le pays dans lequel nous sommes, ne peut avancer sans se passer par la passerelle de la concertation, du dialogue et des compromis. On ne peut pas aller de l'avant sans compromis. Nous sommes un pays éclaté. Nous avons nos réalités d'ordre géographique, au plan économique et social. Nous avons nos différences ethniques, 54 ethnies au Togo. Les Togolais ne réfléchissent d'abord ethnique avant de se présenter comme Togolais. Nous avons des attentes au niveau des générations. La jeunesse aujourd'hui qui cherche un premier emploi. Le problème de l'adéquation, de la formation et de l'emploi. Oui. Tout cela, c'est des questions qui se posent aux Togolais. On ne peut pas aller de l'avant sur l'ensemble de ces questions, des thématiques aussi importantes, si on ne peut s'asseoir de temps en temps avec tous les acteurs impliqués à tous les niveaux, échanger pour aller de l'avant. Je vous écoutais tout à l'heure sur l'atelier qui est ouvert sur l'aménagement du territoire. Oui. Voilà une des thématiques qui est chère au MCD. Nous disons que c'est aberrant qu'après 60 ans d'indépendance, tous les Togolais, pour chercher leur premier emploi, doivent migrer vers Lomé. Oui. Mais ce n'est pas normal. On doit pouvoir arriver à un système d'organisation économique de notre pays qui ferait que, quel que soit son lieu de naissance ou d'habitation, on puisse se déplacer à n'importe quel endroit du pays pour aller chercher de l'emploi, y vivre et s'épanouir. Voilà les choses sur lesquelles le MCD insiste. Donc, voilà également une des offres. Comment faire en sorte que notre pays puisse être inclusif dans l'organisation, dans l'offre de l'emploi, du bien-être et du mieux-être de nos populations. Voilà des offres. Donc tout ceci, il faut attendre l'OMC d'arriver au pouvoir pour exécuter tout ça. Si vous nous écoutez souvent, nous sortons de temps en temps lorsqu'il y a des questions essentielles qui se posent à notre pays, pour puiser dans notre réserve, dans notre projet de propositions que nous faisons. Nous avons toujours été un parti de propositions. On n'attend pas d'arriver au pouvoir avant de dire ce qui est bon pour notre pays, mais nous le disons quand l'occasion se présente. Nous sommes le premier parti à proposer d'éclater Lomé en autant de villes. Aujourd'hui, il y a eu un débat, un début. Agogne veut devenir une ville. C'est nos propositions à nous. Nous avons demandé qu'on ne peut maîtriser aujourd'hui le développement de la mégapole du Golfe de Lomé, du Grand Lomé, si on ne l'éclate pas en autant de villes avec toutes les structures décentralisées et centralisées au niveau de chaque ville qu'on aura créée à l'intérieur du Grand Lomé. Parce que Lomé aujourd'hui, ça fait plus que Paris. Lomé est plus grand que Paris. Et c'est anormal. Mais comment on pourrait aménager Lomé pour lui apporter à chaque Togolais vivant dans le Grand Lomé tous les services vitaux? S'il n'y a pas ce type d'organisation, nous l'avons proposé. Au moins, il y a à Gognivé. Nous pensons que dans les prochaines années, le gouvernement attendra pour faire davantage. D'autres localités. Tirant les leçons du boycott des législatives de 2018 et puis la présidentielle de 2020, Maître Tiassouna Traoré, et par rapport aux différents regroupements politiques qui n'ont pas pu atteindre leur objectif, comment l'opposition dans sa globalité doit-elle aborder ces deux élections qui se pointent à l'horizon? Bon, ce que je dis, qu'au niveau des chapelles, il y a des discussions. Il y a des discussions pour voir quel type d'alliance avec qui le mener. Parce que pour pouvoir, il faut également tenir compte de la modestie de nos moyens. Vous savez comment fonctionnent les partis politiques au Togo ou en Afrique.
les gens remplissent les fiches d'adhésion dans lesquelles il est bien mentionné qu'il faut cotiser au parti, mais sauf que le réflexe du parti unique où on donnait de l'argent plutôt aux militants de base, à la vie dure. Les gens pensent qu'en venant dans un parti politique, celui qui crée le parti, c'est parce qu'il a les moyens qu'il a créés. Et il devient le patron de tout, c'est lui qui doit tout financer. Donc on a des moyens modestes. Donc tout cela nous amène à une autre piste qu'on doit pouvoir explorer. Ça veut dire que c'est la mutualisation des moyens. Les moyens financiers à travers les alliances qu'on doit conclure pour savoir comment faire en sorte que nous puissions supporter le poids des élections ensemble en minimisant les coûts. Tout cela également fait partie des réflexions. Voilà. De là, vous avez vu ce qui s'est passé avec vos amis de la DMK, en passant par la DMP et le congrès du CAR qui n'est pas allé en son terme dimanche dernier. De très loin, en tant qu'acteur politique, en tant qu'un avisé de la vie politique au Togo, quand vous avez suivi tout ce qui s'est passé? Non, vous savez, le développement qu'on a suivi au sein de la DMK était prévisible. Parce qu'il y a eu... Je crois que la DMK est bâtie autour d'une personnalité très forte, c'est Monseigneur Podro, mais qui n'est pas un homme politique. Ce patriarche, qui nous avons beaucoup de considération, parce que si on en avait de cette sorte dans le pays, peut-être qu'on aurait fait des avancées. Mais ça il a offert, malgré le poids de l'âge, à pouvoir accompagner la classe politique dans ce combat. Sauf que les moyens ne sont pas les mêmes. Un homme de Dieu et les partis politiques qui obéissent à des structures bien déterminées, se mettre ensemble, on savait que ça allait arriver à ça. Parce que c'est une mayonnaise qui ne peut pas prendre sur la durée. Donc voilà un des constats. Nous l'avons même dit sur vos antennes ici au début de cette aventure-là, comment ça s'est passé. On n'avait pas caché notre désapprobation par rapport à ça. On se dit, un homme de Dieu doit être au-dessus de la mêlée. Tous les candidats qui se présentent au Togo doivent être ces brebis qui doivent accompagner. Il ne doit pas choisir d'entre eux, parce qu'un homme de Dieu est là pour tout le monde, et il ne peut pas choisir les uns contre les autres. C'était une erreur. Bon, l'erreur est humaine. Maintenant, ce qui arrive aujourd'hui, c'est normal qu'ils revendiquent une victoire en 2020, qu'ils n'ont pas obtenu, qu'ils continuent par réclamer. Le prélat n'est plus sur le territoire national, le candidat lui-même n'est pas sur le territoire national, bien sûr que les responsables, la coordination encore sur le territoire national. Mais comment pourront-ils aller aux élections sans tenir compte de ces deux paramètres-là? Donc voilà des éléments qui ont pu amener à ces situations que nous déplorons. Bien sûr, la DMP fait tout ce qu'elle peut pour recoller les morceaux. On avait reçu même une invitation à discuter avec la DMK, signée par Mme Adjamagbo. Sauf qu'entre-temps, la DMK est devenue DMP. Du coup, la lettre qu'elle nous a envoyée n'est plus, est sans objet. Donc, et ce qui limite malheureusement l'approche, c'est que la DMP a repris presque textuellement toutes les revendications de la DMK. Avec cette nuance que la DMP va aller aux élections. Mais les revendications sont les mêmes. Donc, en réalité, aujourd'hui, on est perdu par rapport à la voie à suivre. Mais peut-être que dans les prochains jours, il y aura une éclaircie. La situation du CAR, la situation ça du vous CAR, étonne aussi? La situation du CAR, moi, ça me peine. Quand j'ai vu les images le dimanche, j'étais peiné. Vous saviez, des rapports particuliers que j'entretenais avec Maître Abouibo. On était très proches depuis, surtout quand j'étais au PDR, on était en alliance, Union CAR PDR, donc on a beaucoup travaillé ensemble, on a fait un long chemin ensemble. Donc ce qui arrive au CAR aujourd'hui, je ne le souhaite pour aucun parti. Et tout ce que je peux dire, que tous les responsables, militants ou responsables au CAR, doivent se ressaisir pour recoller les morceaux. Ils n'ont ils ne seront pas pardonnés s'ils font disparaître ce parti qui fait partie du patrimoine
politique togolais. Nous savons le cheminement du CAR. Tout ce que le CAR a donné à ce pays ne mérite pas, le CAR ne mérite pas tout ce que nous sommes en train de vivre. Okay. Je pense que les autorités ou bien les responsables du CAR ont pris note et ils vont quand même considérer vos conseils. On marque la pause, on revient, on va aborder le dernier sujet qui est lié au... Retour en studio avec le président du mouvement citoyen pour la démocratie et le développement, Maître Mohamed Tchassona Traoré. Il est également notaire de profession. Il est avec nous ce matin. On va évoquer maintenant le recensement électoral qui a démarré dans la première zone le 29 avril dernier. On a constaté des dysfonctionnements dans les centres de recensement ici et là. Vous avez fait le même constat aussi, M. Tchassona? Oui, nous avons fait le même constat. Nous avons circulé dans beaucoup de centres pour voir comment ça se déroule. Je peux rapidement faire un hommage à nos femmes, les femmes togolaises. Vous aurez remarqué qu'elles sont plus nombreuses à se mobiliser lors de ce recensement. Je voudrais profiter de cette antenne pour demander également à la jeunesse, parce que c'est d'elle qu'il s'agit, c'est de son avenir qu'il s'agit, de se mobiliser également pour aller prendre sa carte. Les longues queues, les petits dysfonctionnements, les lenteurs dans les saisies, tout cela nous avons remarqué. Mais nous sommes sur notre réserve parce que nous ne comprenons pas pourquoi la CENI a cru-t-elle prévoir seulement presque 6 jours pour faire un recensement, alors qu'elle sait très bien qu'il y a en 2018, il y a eu boycott du recensement, que beaucoup de Togolais, à cette époque, en âge d'aller voter, n'avaient pas sa carte. De 2018 à 2023, il y a 5 ans, si nous prenons, nous examinons la courbe de croissance de la population, donc il doit comprendre que c'est le double de ce qu'on aurait pu, ou plus que du tiers de ce qu'on aurait pu avoir en 2018 qu'on va avoir en 2023. Et que la demande sera plus forte. Et on aurait pu prévoir un temps plus long, des machines plus nombreuses et des gens beaucoup plus outillés par rapport à l'opération. Donc, la CENI doit se ressaisir pour pouvoir prolonger de quelques jours encore dans la première zone et le faire également dans toutes les zones. Une semaine, c'est trop peu. Quand on voit l'engouement, les attentes de la population, il faut le faire. Pour plusieurs raisons. Ce fichier électoral, c'est-à-dire le recensement électoral, qui vient à la suite du recensement général de la population, nous savions que le recensement général de la population a connu une fortune pas tellement bonne, parce que beaucoup hésitaient. Par endroits, des gens ne se sont pas fait recenser. Le recensement électoral actuel viendra apporter peut-être une correction ou des indications sur ce qu'on aura manqué de relever lors du recensement général de la population. Ça va tracer une tendance, parce que c'est des Togolais, on a de voter de 18 ans à plus. Si on arrive à recenser l'ensemble des demandeurs cette fois-ci, ça donne une indication claire sur ce que devrait être le recensement général de la population et à mettre en adéquation avec aujourd'hui la politique d'aménagement du territoire pour déterminer qu'est-ce qu'il faut faire à tel ou tel endroit. Donc c'est un besoin vital pour le pays de profiter de ce recensement électoral pour remettre les pendules à l'heure par rapport à la population. Ok. Est-ce que vous aussi vous avez le sentiment que la CENI communique peu sur le processus? Mais on nous les sort à compte-gouttes. Le processus, le calendrier électoral est devenu aujourd'hui, je ne sais plus quoi, peut-être que c'est un travail de laboratoire. On nous sort par étapes ce qu'il y a lieu de faire, ce qui est lamentable. On doit pouvoir avoir la maîtrise totale, au moins une indication sur ce que devrait être le déroulé prochain. Donc vous, le responsable politique aussi, vous n'avez pas le chronogramme total du scrutin? Personne n'a le chronogramme total de ce processus. Et déjà, à cette étape-là, nous demandons déjà une prorogation du délai pour permettre à l'ensemble des Togolais de pouvoir se faire enrôler massivement. Et de communiquer, assez de communiquer beaucoup pour inviter nos populations à aller se faire recenser.
Parce que ce n'est pas seulement pour les élections, mais également c'est vital pour le pays. Pour corriger tout ce qu'on a, eux-mêmes l'ont dit dans le rapport final, au moment que par endroit, des gens ont refusé de se faire recenser. Oui. Donc le recensement électoral permettra de donner une courbe de ce qu'aurait été si tout le monde s'était allé se faire recenser. Donc il faut donner cette chance-là aux Togolais de se faire recenser. C'est ce qui fait dire à certains que les conditions ne sont pas encore réunies pour la tenue de ces scrutins dans des délais et puis pour la transparence. Je sais que vous siégez au niveau de la Sénat, pas passant par le CPC, et ces deux élections ont été largement discutées. Est-ce que vous voyez que toutes les conditions sont réunies pour ces scrutins-là? Nous avons discuté abondamment. Il y a eu plusieurs dispositions qui ont été modifiées dans le code électoral à la demande de l'opposition. Il faut comprendre une chose, dans les pays en développement, où on n'est jamais d'accord sur quoi que ce soit, il faut dire que dans aucun pays en développement, les conditions sont suffisamment remplies pour aller à une élection. Mais faisons l'effort que toutes les fois que nous aurons gagné quelque chose, c'est d'aller l'expérimenter, de voir qu'est-ce que ça donne sur le terrain. On ne peut pas dire que la bouteille est totalement pleine, ou elle est à moitié vide, ou qu'elle est vide. Donc on aura fait ce qu'on peut pour l'avoir, mais c'est l'applicabilité. Ce que nous demandons à la CENI, à ses démembrements, c'est-à-dire au CELI, à tous ceux qui seront dans ces structures, c'est d'avoir ce sens de patriotisme et de travailler à leur âme et conscience pour le Togo et non pour leur chapelle politique. Tout le problème à ce niveau. Parfois, des gens sont plus royalistes que le roi. Ils veulent faire du zèle pour leur chapelle politique. Il s'agit ici de les amener, de les inviter à travailler en leur âme et conscience pour le Togo, à avoir le sens patriotique, se lever au-delà de ces petits calculs mesquins et travailler sérieusement pour que, pour une fois, on n'ait pas à dire des choses que nous avions l'habitude de répéter. C'est le vœu qu'on puisse faire. C'est les acteurs. Les textes ont beau être ce qu'ils sont, tant qu'on n'a pas de bons acteurs pour les mettre en œuvre, on va assister toujours à la même chose. Donc, à leur niveau, il faut qu'ils travaillent en toute conscience, en toute humilité pour le Togo et pour les Togolais. 12 02 80 63 99 70 70 90, deux numéros pour être en direct avec nous dans cette émission avec le président du MCD, Maître Mohamed Tchassona Traoré. Le premier intervenant qui est là, c'est Évangéliste Senghor. Bonjour. Bonjour. Bonjour à M. Senghor. Je salue le grand frère Papa Tchassona. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ça va togolaisement. Ah ok, non, ça va aller, pas la grande idée, ça va aller. Tant que la santé y est. Bon, je voudrais vous dire deux inquiétudes là. Monsieur Tchassona, vous venez de dire tout à l'heure au commencement que c'est les élections qui te fait sortir ce pays. Bon, selon vous, conscience et âme, est-ce que vous voyez que c'est les élections qui peuvent sauver notre chère nation, le Togo, dans cette situation dans laquelle il se trouve aujourd'hui? Ou bien négocier le pouvoir? Ou deuxième chose, c'est un bloc avec comme Sanko au Sénégal, ce qui se passe aujourd'hui. Deuxième inquiétude. Bon, vous tous, vous pourrez, parce qu'il y a des élections législatives et régionales, mais au même moment, il y a le président du NPD qui est un PDD plutôt qui est dans son champ de maïs. Les bons qui sont les tueurs, les détenus politiques. Et bien, tout ça là, bon, est-ce que ce n'est pas un intérêt personnel? Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Senghor. Monsieur Komi, on va prendre les intervenants, après on va vous laisser le seul métier Tchassona de répondre. Komi, bonjour. Bonjour. M. Tchassona venait juste de dire que c'est un pays en voie de développement, que les conditions ne sont pas souvent réunies pour une élection. Je pense que je l'ai bien saisi. Si la question est ainsi, est-ce à dire que vous, les acteurs, vous optez pour la médiocrité des élections au Togo?
Deuxième préoccupation, vous avez dit vous avez discuté en long et en large sur, si j'ai bien saisi, sur le processus électoral. Est-ce que ce que vous aviez dit dans le temps, est-ce que c'est ce qui se fait? Et finalement, est-ce que vous aurez accès au fichier électoral de ce recensement pour savoir si les choses sont bien faites ou pas? Et combien de périodes prétendez-vous qu'on puisse prolonger? Ok. Merci beaucoup à vous. On prend M. Pelé qui est avec nous. M. Pelé, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, M. Pelé. Bonjour. Bonjour. Ok. Le lendemain d'une élection, c'est la veille d'une autre élection. Vous dites? Je pense que depuis le 22 février 2020, à son lendemain, c'est maintenant qu'on est en train de vous voir. Parce qu'il y a eu une élection. L'élection passée, vous étiez en 2015 à 2020. Vous n'étiez pas admis. L'élection de 2020, vous avez dit qu'il n'y a même pas eu d'élection. C'est-à-dire, certains ont dit que les élections sont sorties de leurs conditions. Alors maintenant, quand vous l'avez discuté, vous êtes parti à la Sénat, discuter et répéter jusqu'à la CENI. Actuellement, est-ce que vous avez rendu compte à la population de nous dire qu'à la Sénat, au dialogue, est-ce que nous avons discuté et c'est le résultat que nous avons qui peut rassurer la population? C'est ça. Il y a deux positions. C'est vous qui devez rassurer la population. Maintenant, vous n'avez pas rassuré la population jusqu'à la fin de notre élection. Maintenant, vous sortez. Ok. Maintenant, la mobilisation de la population démontre que le peuple n'est pas démobilisé. Alors, nous sommes maintenant pour recueillir tout ce que vous avez fait pour démontrer à la population que nous sommes prêts à aller à ces élections et gagner. Ok. Merci beaucoup. La dernière c'est Madame Essi. Bonjour, Madame Essi. Bonjour. Ok. On est là encore pour énumérer toutes les peines du monde qui sont pas nouvelles, quoi. Ça existe depuis longtemps. Est-ce que M. Tassona, en tant que juriste, est-ce qu'il comprend comment, après la tragédie de 2005, dont personne n'en parle, on nous dit qu'on est là pour 3 ans, jusqu'en 2008, pour nous faire les réformes démocratiques et nous faire évoluer. Après, vous avez fait la PG. Jusqu'en 2015, on devrait nous faire les réformes, les fameuses. Et puis on en est là encore. Hein? C'est normal que juste pour le pouvoir et l'argent, tout pays délire. Non. Il faut qu'il explique parce que c'est un juriste. Ok. Merci beaucoup à vous, Madame Essi. Monsieur Tassona, vous avez écouté pour les premiers intervenants, Évangéliste Senghor. Il revient sur les élections. Selon lui, est-ce qu'on a mis conscience l'affaire là où nous sommes au Togo aujourd'hui? Est-ce que c'est les élections qui doivent sortir le Togo de cette situation? Vous l'avez dit quand même que tout parti politique doit passer par les élections. Oui, c'est dommage que nos compatriotes sont dans un discours parfois qui nous éloigne parfois de nos objectifs. On entend par endroits dire non, qu'il ne faut pas lui aller aux élections parce que ça n'a jamais été clair, donc il faut la révolution. Bon, sauf que parfois ça me fait rigoler. Je vais vous faire... Il y a quelqu'un des États-Unis qui m'a envoyé un message pour me dire, mais pourquoi vous parlez encore d'élections? Il faut aller à la révolution. Je dis, bon d'accord, mon ami. Pour le moment, je ne sais pas ce que vous mettez dans la révolution, comment ça s'organise. Parce que, de mémoire, quand on lit les livres d'histoire, personne n'a jamais dit, sortir avant le déclenchement, dit, bon, moi, je suis révolutionnaire, je vais déclencher une révolution. C'est à la fin de la révolution qu'on constate qui étaient les auteurs de cette révolution, qu'elle ait réussi ou échoué. Maintenant, vous clamez partout, révolution, révolution, sans nous dire exactement quel est le mode d'emploi. Comment ça doit se faire, avec quels moyens, quelles personnes, tout cela, nous, ça nous laisse dubitatif. Puisque nous, l'un ou l'autre moyen concourt au même résultat. Nous cherchons tous le changement. Oui. Mais pour le moment, étant donné que votre révolution n'a pas encore démarré, laissez-nous au moins aller aux élections, quels que soient les espaces qu'on aura acquis
c'est déjà un acquis. Parce qu'il évoque aussi des exilés politiques qui sont non, je dehors comprends. du Togo, les gens qui sont en détenus, qui sont dans les prisons comment voulez-vous civiles. qu'on règle les questions des exilés politiques si nous ne voulons pas être là où ça se décide? J'ai entendu un compatriote tout à l'heure me parler de Sanko. Vous croyez que Sanko aurait réussi ce qu'il fait au Sénégal s'il n'était pas un élu? C'est parce qu'il est un élu et qu'il a l'immunité parlementaire qui lui permet aujourd'hui de tenir ce qu'il est en train de faire. Ils disent qu'est-ce qu'on a obtenu? Oui, à la CNAP, on en a discuté, on a demandé l'élargissement des détenus politiques. Vous avez vu que le chef de l'État a accordé la grâce à tous ceux qui sont jugés. C'est ce que nous avons obtenu à la CNAP. Nous avons également ceux qui sont détenus actuellement. Sont toujours dans la même ligne de nos revendications, sauf qu'ils ne sont pas encore jugés. Le principe de séparation de pouvoir oblige, le chef de l'État ne peut accorder sa grâce ou la remise de peine qu'aux personnes ayant été jugées et condamnées. Donc, la démarche que nous déployons aujourd'hui, nous insistons, c'est que le ministère de la Justice puisse s'activer, amener les magistrats à instruire les dossiers de nos compatriotes qui sont encore dans les prisons, pour que l'acquis de la CNAP par rapport à la grâce présidentielle, on puisse glisser le dossier lorsqu'ils sont jugés pour demander également leur libération. Voilà. Maintenant, si on ne voudrait pas aller négocier, ne voudrait pas aller aux élections, bon, comme on dit, qu'est-ce qu'on doit faire? Pour le commis, par rapport aux conditions d'élection, vous venez de dire que les pays en voie de développement, toutes les conditions de transparence ne sont pas des fois réunies avant toute élection. Lui, il veut savoir, est-ce dire que vous, les acteurs, vous cautionnez la médiocrité? Non, mais je ne sais pas ce que mon compatriote entend par médiocrité. On est des acteurs politiques. Nous avons vocation à prendre le pouvoir par des élections. Je rappelle qu'on a parfois une vue étriquée d'une élection. Une élection, c'est vrai qu'on va à une élection, c'est pour aller engranger du résultat. Mais autour de ça, il y a trois choses qui se jouent. C'est la foire aux idées, aux projets, c'est le moment idéal pour le peuple lui-même, la population elle-même, de démarquer de la torpeur habituelle pour se dire c'est le moment où jamais de sanctionner ceux qui sont à la base de mes malheurs. L'acteur politique à lui seul ne peut remplir cette mission de changement par les élections. La population doit se mobiliser. Quand on voit les Togolais qui disent mais nous on est fatigués, on reste à la maison, on boycotte, les conditions ne sont pas bonnes, ils participent au maintien de la dictature. Donc il faut se mobiliser, aller aux élections et après les élections se mobiliser pour s'assurer que les débats jusqu'à la publication des résultats se font de manière claire conformément à la vérité des urnes. Pour la prorogation, combien de temps vous souhaitez? Nous pensons qu'il faut ajouter peut-être une semaine pour que suffisamment de Togolais puissent aller se faire recenser. Ok, par rapport à Pelé, lui, c'est au lendemain de 2020, après la présidentielle, vous faites encore une apparition sur la scène. C'est comme si à chaque élection qu'on vous voit. C'est peut-être que c'est aujourd'hui qui me voit ici, mais moi je suis venu ici plusieurs fois depuis 2020. C'est pas vous qui démentirez que je suis venu ici plus d'une fois et que j'ai publié des communiqués ou des déclarations pour dire même en fin d'année, nous avons sorti une déclaration pour dire ce que nous pensons du Togo. Donc c'est lui, peut-être qu'il a les yeux tournés vers ailleurs. Il n'a pas voulu me voir. Par rapport à la seule dame, elle est revenue sur depuis toutes 2005. Les péripéties, 2005, l'APG pour les réformes, mais les ténèbres recommencement selon... Madame, je suis d'avis avec vous. Je suis d'accord qu'on est fatigué de tout ça. Mais que voulez-vous? Est-ce qu'on a une autre alternative que de continuer par espérer de nous battre chaque jour que Dieu fait? On ne peut pas baisser les bras, madame. Si ceux qui nous gouvernent, c'est le but à viser de nous fatiguer pour qu'on abandonne, nous on n'abandonnera jamais. Et chaque petit résultat, petit pas qu'on aura engrangé pour nous est une victoire. L'essentiel de savoir exploiter cette victoire. Que dire aux auditeurs, aux militants du MCD pour boucler cette émission rapidement, Maître Tchassouba Traoré? Non, c'est que tout le monde doit se mobiliser. Il faut rompre avec cette attitude de dire, écoutez, les conditions sont mauvaises, moi je reste à la maison.
En restant à la maison, quel est le résultat que tu produis? C'est que tu maintiens celui que tu contestes au pouvoir. Donc, si nous voulons vraiment qu'il y ait un changement, c'est le moment ou jamais de se décider. C'est toi, peuple togolais, c'est toi, Togolais, Togolaises, qui allez décider du demain, de l'avenir de ce pays. Mobilisez-vous, allez aux élections, mobilisez-vous pour aller soutenir les partis politiques à ces élections. Vous verrez qu'on aura déjà un début. Je reviens à cette image. Lorsque vous sortez la nuit, en pleine nuit, et que vous regardez au ciel, ce qui retient votre attention, c'est le sentiment des étoiles. C'est-à-dire que c'est ça qui maintient l'espoir que le jour viendra. Donc ces petits pointillés, ce que nous gagnons dans ce combat chaque jour que Dieu fait, dans les négociations, ce sont ces petits points blancs qu'on voit au ciel la nuit et qui nous rappellent que quelle que soit la longueur de la nuit, le jour viendra. Donc maintenant la flamme de l'espoir, le changement viendra rapidement au moment où on s'attend le moins. Merci beaucoup à vous, Maître Mohamed Tiassouna Traoré, le président du MCD, le Mouvement citoyen pour la démocratie et le développement, d'être passé dans cette émission. Ascoul, le chef technicien, c'est lui qui a assuré la mise en onde. Une émission réalisée par Claudia Adjino. André nous a permis d'être en direct sur